Le portable a vibré sur la table, et pendant un instant, j'ai envisagé de l'ignorer. Je savais déjà que ce n'était pas une bonne nouvelle. Mes parents ne m'envoyaient pas souvent de messages, et quand ils le faisaient, c'était rarement pour quelque chose de positif. J'ai pris l'appareil avec une certaine hésitation, et j'ai lu la notification. C'était un message direct de mon père. Il n'avait pas pris la peine d'écrire quelque chose de très élaboré, juste quelques mots courts et précis, comme s'il transmettait un simple rappel. Réunion de famille dimanche, 3h de l'après-midi, ne sois pas en retard. J'ai soupiré et reposé le téléphone. Mon premier réflexe a été de vouloir ignorer ça. Je ne vivais plus avec eux depuis des années, et je savais que je n'avais aucune obligation d'y aller. Mais quelque chose dans ce message m'a rendue nerveuse. Il n'y avait aucune raison pour une réunion comme ça, sortie de nulle part. Quelque chose clochait. J'ai pensé à envoyer un message pour demander de quoi il s'agissait. Mais j'ai abandonné l'idée. Je savais qu'ils ne répondraient pas. Mes parents n'avaient jamais été très ouverts au dialogue. Ils prenaient des décisions et attendaient que les autres les acceptent, sans poser de questions. Ça avait toujours été comme ça, depuis aussi loin que je me souvienne. Enfant, j'avais constamment l'impression de devoir prouver ma valeur. Je devais montrer que je méritais leur attention, leur respect. Mon frère, lui, n'avait jamais eu à passer par là. Pour lui, tout avait toujours été plus facile. Il n'était pas difficile de me rappeler les fois où j'avais demandé quelque chose et où je n'avais reçu qu'un regard impatient ou un sermon sur l'effort et la responsabilité. Pendant ce temps, mon frère n'avait jamais eu à demander quoi que ce soit. Il recevait, tout simplement. Peu importe ce que c'était. On me répétait toujours qu'il en avait plus besoin, que j'étais déjà assez indépendante pour attendre ou me débrouiller seule. À l'époque, j'avais essayé d'accepter ça comme quelque chose de normal. Je pensais que c'était peut-être naturel, que je devais juste faire plus d'efforts. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Le dimanche, je me suis préparée sans me presser. S'ils voulèrent me voir, ils pouvaient bien attendre un peu. Pendant le trajet, l'inquiétude est revenue. Qu'est-ce qui pouvait être assez important pour justifier cette convocation ? Ce n'était pas une date spéciale, et je savais que ce n'était pas une tentative de rapprochement. Quand je suis arrivée chez mes parents, tout semblait trop normal. Le jardin était bien entretenu, la porte entr'ouverte, les meubles à leur place habituelle, mais il y avait une tension, dans l'air, une sorte de silence oppressant que je ne pouvais pas expliquer. Mon frère était déjà là, affalé sur le canapé comme s'il se moquait complètement de la raison de cette réunion. Il m'a jeté un bref regard avant de replonger dans l'écran de son téléphone. Ma mère est apparue peu après, sortant de la cuisine avec une expression sérieuse. Mon père était assis à la table, une chemise ouverte devant lui. Cette scène suffisait à me dire que la conversation n'allait pas être agréable. Je me suis assise, parce que c'était ce qu'ils attendaient de moi. Le silence s'est étiré pendant quelques secondes, jusqu'à ce que mon père pousse enfin un papier dans ma direction. Je l'ai pris, perplexe. J'ai lu les premiers mots, et pendant un instant, mon cerveau a refusé de comprendre ce qui était écrit. Mes yeux ont parcouru chaque ligne lentement, cherchant une explication logique. Mais il n'y en avait pas. C'était une facture, un calcul détaillé des frais que mes parents avaient eus pour moi depuis ma naissance. Tout y était, comme s'il s'agissait d'une simple note de frais. Nourriture, logement, éducation, vêtements, santé. À la fin, il y avait un total. Un chiffre qui m'a donné la nausée. J'ai reposé la feuille et les ai regardés. Ma mère gardait une expression neutre. Mon père a croisé les doigts sur la table et attendu. Pendant un moment, j'ai cru à une blague. Peut-être une étrange tentative de me provoquer. Mais quand ma mère a parlé, j'ai compris que non. Maintenant que tu es stable, nous pensons qu'il est juste que tu nous rembourses. Élever un enfant, ça coûte cher. Le silence dans la pièce est devenu plus lourd. Mes yeux se sont posés sur mon frère, qui restait impassible, comme si rien de tout ça ne le surprenait. Une sensation de malaise grandissait en moi. J'avais toujours su que mes parents voyaient les choses de manière trop pragmatique. Mais ça dépassait tout. Ce n'était pas juste une facture. C'était un contrat, un document qui transformait toute ma vie en une simple transaction. Financière, c'est sérieux ? Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. Bien sûr que oui, a répondu mon père avec le calme de quelqu'un qui trouvait tout ça parfaitement normal. Mes doigts ont serré le papier. J'ai relu les chiffres. Ces calculs froids qui semblaient absurdes. Mes parents me facturaient quelque chose que tous les parents devraient offrir à leurs enfants. Comme si tout ce que j'avais reçu jusque-là était un prêt, quelque chose que je devais rembourser avec des intérêts. Et puis, j'ai remarqué un détail parmi les chiffres, une ligne précise qui m'a coupé le souffle. Ma mère a vu que mes yeux s'étaient arrêtés là-dessus et a détourné le regard. Ça, c'est quoi ? Je savais exactement de quoi il s'agissait. Je m'en souvenais comme si c'était hier, mais j'espérais, d'une certaine manière, qu'il y ait une autre explication. Mon père a soupiré, comme s'il était fatigué, avant de répondre. C'était de l'argent dont nous avions besoin. Tu nous as aidés à l'époque.
Alors nous l'avons inclus dans le calcul. Cette réponse a suffi pour que je comprenne que tout ça allait bien au-delà de ce que j'imaginais. Le silence a envahi la pièce pendant quelques instants. Je sentais le papier trembler légèrement entre mes doigts, mais pas à cause du froid ou du poids du document. C'était de la colère. Une colère mêlée d'incrédulité, de cette sensation que quelque chose était trop aberrant pour être réel. Vous avez inclus ça dans le calcul? Ma voix était ferme mais basse, comme si je n'étais pas encore sûre de poser vraiment la question. Ma mère a ajusté une bague à son doigt, évitant mon regard. Mon père, lui, a gardé son air sérieux, comme si rien n'était anormal. Il n'y a rien de mal à ça. Tu as les moyens maintenant. Alors il est juste que tu contribues. J'ai laissé échapper un rire bref et sans joie. J'ai repris le papier et parcouru à nouveau le montant absurde qui y était inscrit. Je me souvenais parfaitement du jour où il m'avait demandé cet argent. Je me souvenais de l'appel de ma mère, de sa voix tremblante disant qu'ils traversaient une période difficile et qu'ils avaient besoin d'aide. À l'époque, je n'avais pas hésité une seconde. J'avais fait le virement le jour même. Ça n'avait jamais été un prêt. Il n'avait jamais mentionné que je devrais un jour le rembourser. Ce n'était pas une faveur. Ce n'était pas un cadeau, a continué mon père, comme s'il pensait que j'avais besoin. Qu'on me rappelle quelque chose qui, dans leur esprit, devait être évident. Mes yeux sont revenus sur mon frère, qui a enfin levé la tête de son téléphone et m'a regardé quelques secondes. Il n'y avait aucune surprise sur son visage, juste cette impatience de quelqu'un qui savait déjà tout et trouvait que j'en faisais trop. « Tu peux payer ?» a-t-il dit en haussant les épaules. « Paye et passe à autre chose. » J'ai pris une profonde inspiration. Peut-être était-ce là la différence entre nous. Lui n'avait jamais eu à remettre quoi que ce soit en question. Il n'avait jamais eu à se soucier de payer quoi que ce soit. Depuis toujours, il savait qu'il pouvait compter sur nos parents pour tout régler à sa place. Vous ne trouvez pas ça injuste? Ma voix était plus assurée maintenant. Me facturer quelque chose que tous les parents devraient faire, me facturer une aide que j'ai donnée sans jamais rien demander en retour. Ma mère s'est redressée sur sa chaise, croisant les mains sur la table. « Ma fille, nous ne te demandons rien d'injuste. Tu as grandi sous ce toit, tu as mangé cette nourriture, tu as utilisé cette maison. Nous avons toujours tout fait pour toi. » L'ironie de ces mots m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Tout fait pour moi. Avait-il vraiment cru à un moment donné qu'ils avaient tout fait pour moi? Vous avez déjà demandé ça à mon frère? J'ai désigné mon frère, qui a soufflé, visiblement agacé d'être mêlé à la conversation. Mon père a secoué la tête, comme si ma question était ridicule. C'est différent. Il n'est pas encore dans la même situation que toi. Toi, tu as une stabilité, une vie indépendante. Indépendante. Ce mot a résonné dans ma tête, d'une manière presque cruelle. J'avais toujours été indépendante parce que je n'avais jamais eu le choix. Je n'avais jamais eu d'aide, jamais eu quelqu'un pour me dire que, si j'en avais besoin, il serait là. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit, plus pour moi-même que pour eux. Je me suis levée lentement et j'ai plié le papier sur la table. Pour la première fois, je n'avais pas peur. Je ne ressentais plus ce besoin de leur plaire ou de prouver que j'étais juste. Pour la première fois, je savais que je ne devais rien à personne. Si vous pensez que c'est juste, alors dites-moi, où est l'argent de l'héritage de grand-père? C'était comme si l'atmosphère dans la pièce avait soudainement changé. Mon père a pincé les lèvres en une ligne fine, tandis que ma mère détournait les yeux, fixant n'importe quoi sauf moi. C'était un sujet que je n'avais pas abordé depuis des années. J'avais toujours eu des soupçons, mais je n'avais jamais osé poser la question directement. Mon grand-père disait toujours qu'il voulait que chaque petit enfant ait quelque chose de sécurisé pour l'avenir, qu'il voulait que mon frère et moi ayons les mêmes chances. Mais un jour, sans explication, on m'a dit qu'il n'avait rien laissé pour moi. Seulement pour mon frère. Ça n'a rien à voir avec cette conversation, a fini par dire mon père. Si, ça a tout à voir, ai-je répliqué en croisant les bras. Si vous me traitez comme si je vous devais de l'argent, alors expliquez-moi ce qui est arrivé à l'argent que grand-père a laissé. Ma mère a serré les lèvres. Je l'ai vue passer une main sur son front, comme si elle était épuisée. Tu ne sais pas tout, alors expliquez-moi. Silence. Mon frère a repris son téléphone, complètement indifférent à la situation, comme si c'était un jour comme un autre pour lui. Mes parents sont restés muets, alors j'ai compris. Ils n'avaient pas besoin de parler. Je savais déjà. J'ai pris une profonde inspiration et reculé d'un pas. Je ne vais rien payer. Ma mère a relevé la tête, surprise. Quoi? Je ne vais rien payer, ai-je répété, plus fermement cette fois. Mon père s'est penché légèrement en avant, appuyant ses bras sur la table. Tu peux penser que non, mais ce n'est pas facultatif. Je les ai regardés tous les deux, ressentant une fatigue que je n'avais jamais connue auparavant. Si, ça l'est. Et ma réponse est non. Je me suis tournée pour partir, mais mon père a parlé avant que je puisse faire un pas. Si tu franchis cette porte sans régler ça, tu montreras clairement que tu ne fais plus partie de cette famille. Mes pieds se sont arrêtés une seconde. Je savais qu'il voulait que ça me touche. Mais, pour la première fois,
ça ne m'a pas atteinte. Je me suis tournée juste assez pour le regarder. Je crois que ça fait longtemps que je ne fais plus partie de cette famille. C'est juste vous qui ne l'avez pas encore réalisé. Je suis sortie de chez mes parents sans me retourner. Mon cœur battait vite, mais pas de peur ou de regret. Pour la première fois, je ressentais quelque chose de différent. La certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Je suis montée dans ma voiture et me suis assise au volant sans démarrer tout de suite. Mon téléphone a vibré sur le siège passager et je savais déjà de qui il s'agissait. Je n'ai pas eu besoin de vérifier pour savoir que c'était ma mère ou peut-être mon père, essayant de me faire changer d'avis. J'ai ignoré. Ils avaient toujours agi comme si j'avais une dette envers eux, comme si toute ma vie avait été une faveur qu'il fallait maintenant rembourser. Mais je ne devais rien à personne. Sur le chemin du retour, ma tête s'est remplie de souvenirs. Toutes les fois où j'avais dû prouver ma valeur. Toutes les promesses qu'ils m'avaient faites et jamais tenues. Mes parents disaient toujours qu'ils faisaient de leur mieux pour moi, mais ce qu'ils avaient vraiment fait, c'était me montrer que je n'avais jamais été une priorité pour eux. Et maintenant, après tant d'années, ils voulaient que je paye une facture absurde pour quelque chose qu'ils ne m'avaient jamais vraiment donné. En garant devant mon immeuble, j'ai vu que mon téléphone continuait de vibrer. J'ai allumé l'écran et découvert une série de messages non lus. Certains venaient de ma mère, d'autres de mon père, et un, comme je m'y attendais, de mon frère. Il n'avait jamais été très impliqué, mais cette fois, il semblait agacé. Le message était court, direct, comme s'il en avait assez de ce qu'il appelait un drame. Tu pourrais juste payer et en finir avec ça. Pas besoin d'en faire tout un scandale. Une vague de colère et de mépris m'a envahi. En lisant ces mots, il ne comprenait pas, parce qu'il n'avait jamais eu à comprendre. Il n'avait jamais vécu ça. Tout lui avait toujours été servi sur un plateau, sans qu'il ait à se battre pour quoi que ce soit. Pour lui, j'étais juste en train de compliquer quelque chose de simple. Pour lui, payer serait la solution la plus facile, mais moi, je n'avais jamais eu de solution facile. J'ai éteint le téléphone sans répondre et jeté mon sac sur le canapé. Je me suis dirigée vers la table. J'ai tiré une chaise et fixé l'écran de mon ordinateur portable pendant un moment. Je savais qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire, quelque chose qu'il ne voyait peut-être pas venir. J'ai pris une profonde inspiration avant de commencer à taper. J'ai ouvert mes documents, sorti mes relevés bancaires et cherché les virements que j'avais faits à mes parents au fil des années. Ça n'a pas pris longtemps pour trouver les montants. Ce n'était pas seulement cet argent qu'ils avaient qualifié de prêt. Il y avait eu d'autres fois, de petites sommes par-ci par-là, des demandes discrètes que je n'avais jamais pris la peine de questionner. Mais en les additionnant, les chiffres devenaient trop gros pour être ignorés. Mon regard s'est arrêté sur un détail précis. Un montant retiré directement de mon compte quand je vivais encore avec eux. Je me souvenais vaguement de ce moment, mais je n'y avais jamais vraiment repensé. Ils avaient dit qu'ils devaient aider mon frère à s'installer, qu'il traversait une période difficile et que ce serait temporaire. Mais le temps avait passé, et cet argent n'était jamais revenu. On ne m'avait jamais posé la question, comme si je devais l'accepter sans réfléchir. J'ai fermé les yeux un instant et pressé mes doigts contre mes tempes. Tout était là, sous mes yeux. Ce n'était pas juste cette facture ridicule. C'était tout ce qui avait précédé. Des années de traitement inégal, de manipulation et de promesses vides. Un schéma que je n'avais jamais voulu voir clairement. Mais maintenant, je voyais tout. J'ai ouvert mon navigateur et cherché un avocat. Je ne savais pas exactement jusqu'où je pouvais aller, mais je savais qu'il y avait quelque chose de profondément injuste. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver un cabinet spécialisé dans les litiges financiers familiaux. J'ai hésité un instant avant de décrocher le téléphone et de composer le numéro. Une secrétaire a répondu et, en quelques minutes, a fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. J'ai raccroché et me suis appuyée contre le dossier de ma chaise. Mon cœur battait plus lentement maintenant. Ce n'était plus de la colère ou de la frustration, mais une résolution. Ils pensaient pouvoir me facturer quelque chose que tous les parents devraient offrir à leurs enfants. Mais si, enfin... De compte, ce n'était pas moi qui devais quelque chose. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois avec un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. De l'autre côté, une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Mon oncle. Camille, c'est moi. Ton oncle. J'ai appris ce qui s'est passé. Ta mère a appelé ta tante en pleurant, disant que tu essayais de détruire la famille. J'ai fermé les yeux, sentant une immense fatigue m'envahir. Bien sûr qu'il ferait un ça. Il l'avait toujours fait. Quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il se posait en victime. Je ne détruis rien. Je refuse. Juste de payer une dette qui n'existe pas. De l'autre côté de la ligne, mon oncle a soupiré. Camille, je sais que vos relations n'ont jamais été simples. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. L'héritage de ton grand-père, il t'avait laissé une part aussi. Mon corps s'est figé. Comment ça? Tes parents ont dit à tout le monde que tu avais accepté de renoncer à ta
part, que c'était mieux comme ça, parce que tu étais déjà bien installé et que ton frère en avait plus besoin. Mes mains ont serré le téléphone. Je n'ai jamais fait ça. Je sais. C'est pourquoi je t'appelle. Je pensais que tu devais être au courant. La ligne a coupé, mais ma tête continuait de tourner. Il n'avait pas juste détourné de l'argent. Il m'avait dévolé quelque chose qui m'appartenait. Mes doigts se sont mis à bouger seuls sur le clavier. J'ai ouvert d'autres documents, fouillé dans de vieux dossiers, passé en revue tout ce que j'avais. Je ne pouvais pas laisser ça passer. Ce n'était plus seulement une question de ne pas payer. C'était une question de justice. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression d'entendre chaque pulsation dans ma poitrine. Je regardais l'écran de l'ordinateur, les documents ouverts, les anciens messages, les preuves des virements que j'avais faits des années auparavant. Tout était là. Chaque élément confirmait ce que je savais déjà, mais que je n'avais jamais voulu admettre. Ils m'avaient trompé. Ils avaient pris mon argent sans jamais avoir l'intention de me le rendre. Ils avaient pris quelque chose que mon grand-père m'avait laissé et l'avait utilisé comme si ça leur appartenait. Je ressentais un mélange de colère et de lassitude. La colère venait de la certitude que tout avait été calculé. La lassitude, de savoir que, même avec toutes les preuves sous les yeux, ils essaieraient encore de me faire croire que j'avais tort. J'ai pris le téléphone et appelé l'avocat, avec qui j'avais pris rendez-vous. Je ne voulais plus attendre. Je devais savoir précisément ce que je pouvais faire. Dès qu'il a décroché, je suis allée droit au but. Je lui ai parlé de l'argent, de cette facture absurde, de l'héritage, détourné. Il m'a écouté en silence, puis m'a demandé si j'avais des documents pour tout prouver. Oui, j'en avais. Virements, messages, relevés bancaires. Il m'a demandé de tout lui envoyer par email et m'a promis de me rappeler après, avoir examiné les pièces. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un soulagement temporaire. J'avais agi concrètement. Je n'étais pas juste assise à attendre que ça disparaisse, mais ce soulagement n'a pas duré. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon père. J'ai ignoré l'appel. Quelques minutes. Plus tard, un autre appel, de ma mère cette fois. Ignoré aussi. Il savait que j'avais compris. Il savait que je n'allais plus tout accepter en silence. Le téléphone a vibré encore. Un message de mon frère cette fois. Je l'ai ouvert par réflexe. C'était court. « Tu vas vraiment faire ça ?» J'ai respiré profondément et supprimé le message sans répondre. Je connaissais déjà leur réaction. Mon père essaierait de garder son autorité. Ma mère tenterait de me culpabiliser. Mon frère, comme toujours, choisirait le camp le plus confortable. Et pourtant, une partie de moi voulait croire que, si je leur laissais une chance, ils essaieraient au moins de s'expliquer. Mais il n'y avait aucune explication qui puisse justifier ce qu'ils avaient fait. Je le savais. Et eux aussi. Le lendemain, je suis allée au cabinet de l'avocat. Il avait déjà tout analysé et m'a accueilli avec un air sérieux. « Camille, d'après ce que vous m'avez envoyé, il y a une réelle possibilité de récupérer cet argent. Surtout la part de l'héritage. S'il est prouvé qu'elle a été prise sans votre consentement, ils devront vous la restituer. » Mon estomac s'est noué en entendant ça. C'était étrange de penser que mes propres parents pourraient être légalement obligés de me rendre quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû me prendre. Mais je savais que ça ne serait pas simple. Mon avocat m'a expliqué que porter plainte signifiait passer à un autre niveau. Je devrais être prête à affronter ce qui suivrait. Ma famille n'allait pas accepter ça sans se battre. Et je savais qu'il avait raison. En rentrant chez moi, comme prévu, il y avait d'autres messages. Cette fois, ma mère avait laissé un audio. J'ai appuyé sur lecture avec hésitation. « Camille, ma fille, pourquoi fais-tu ça? Nous sommes ta famille. Tout ce qu'on a fait, c'était pour ton bien. Tu as toujours eu tellement. Tu ne pouvais pas aider un peu? Tu sais que ton frère en avait plus besoin. On a toujours essayé d'être juste, mais parfois la vie n'est pas comme on voudrait. S'il te plaît, ne fais pas ça, ça va nous détruire. » J'ai fermé les yeux un instant. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Elle ne niait pas ce qu'ils avaient fait. Elle essayait juste de le justifier, comme si tout était une question de nécessité. Comme si, parce que j'avais été assez forte pour m'en sortir seule, j'avais l'obligation de porter leurs erreurs. La semaine suivante, les documents du procès ont été remis à mes parents. C'est là que tout a vraiment commencé. Le jour même, ma mère s'est présentée à la porte de mon appartement. Elle a sonné sans arrêt jusqu'à ce que j'ouvre. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. Dès que la porte s'est ouverte, elle est entrée sans demander la permission. « Il faut que ça s'arrête », a-t-elle dit d'une voix ferme, mais où perçait le désespoir. J'ai croisé les bras et les regardé. « Ce qui doit s'arrêter, c'est vous qui pensez pouvoir faire ce que vous voulez avec moi et que je vais l'accepter. » Elle a secoué la tête et pris une grande inspiration. « Nous sommes ta famille. Tu veux vraiment nous ruiner pour de l'argent ?» Mon corps s'est raidi. Je ne veux ruiner personne. Je veux juste ce qui m'appartient, ce qui m'a toujours appartenu. Ma mère a frotté ses mains sur son visage. « Tu crois que ça va changer quelque chose? Tu crois que si tu fais ça,
tout ce qui s'est passé va disparaître, je savais que c'était une dernière tentative de manipulation. Ils avaient toujours essayé de me faire sentir que le problème venait de moi, mais cette fois, je n'ai pas cédé. Il ne s'agit pas d'effacer le passé. Il s'agit de ne plus vous laisser me traiter comme si je n'avais aucune valeur. Elle m'a regardé un instant, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent sur son visage. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la peur. Elle est partie sans rien ajouter. Quelques heures plus tard, mon avocat m'a appelé. Mes parents avaient répondu officiellement. Ils ne voulaient pas aller plus loin. Ils préféraient tenter un accord. Ça signifiait qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner, mais aussi qu'ils feraient tout pour éviter que ça devienne public. J'ai accepté l'accord. Mais à mes conditions. Ils devaient me rendre la part de l'héritage et ne plus jamais rien me demander. Ne plus jamais essayer de me faire sentir que je leur devais quelque chose. Quand l'accord a été signé, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Pas parce qu'ils avaient admis leur tort, mais parce que, pour la première fois, je savais qu'ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. À la fin, mon frère ne m'a plus contacté. Mon père ne m'a plus jamais parlé. Ma mère a essayé de reprendre contact quelquefois, mais toujours avec cette voix chargée de culpabilité, tentant de me faire sentir que j'étais allée trop loin. Mais je savais que non. Pour la première fois de ma vie, je savais que j'avais fait exactement ce qu'il fallait. Les jours suivants ont été calmes. Mon téléphone ne sonnait plus. Pas de messages, pas d'appels, aucun signe que ma famille voulait encore discuter de ce qui s'était passé. Je savais que ce silence ne signifiait pas une acceptation. C'était juste leur manière de gérer la situation. Quand ils ne pouvaient plus manipuler ou faire pression, ils choisissaient le silence comme punition. Ça avait toujours été comme ça. Si je ne cédais pas, je devenais invisible. Mais cette fois, au lieu de me blesser, ça m'a apporté du soulagement. Pour la première fois, je ne portais plus le fardeau de maintenir cette relation. Je ne me battais plus pour être acceptée, pour être vue, pour être traitée avec un minimum de respect. Au début, c'était étrange. J'avais passé des années à essayer de trouver un équilibre dans cette relation, à tenter d'être compréhensive, à justifier les différences. Mais maintenant, sans l'obligation de m'expliquer ou de prouver que je méritais de la considération, je me sentais libre. Pour la première fois, je vivais ma vie sans peur de les décevoir, sans peur de ne pas être assez bien pour eux. Et j'ai réalisé que ce n'était pas moi qui avais échoué, c'était eux. Mon frère ne m'a jamais recontacté après le procès. D'après ce que j'ai entendu, il continuait de vivre avec mes parents, de recevoir tout ce dont il avait besoin, de rester au même endroit qu'avant. Je savais qu'il ne comprendrait jamais mon point de vue. Pour lui, tout avait toujours été simple. Il avait toujours eu quelqu'un pour régler ses problèmes. Et peut-être était-ce pour ça qu'il ne voulait pas voir ce qui se passait. S'il reconnaissait ce qu'il m'avait fait, il devrait admettre qu'il avait toujours été favorisé, et ça n'avait jamais été dans son intérêt. Mes parents ont signé l'accord et m'ont rendu ce qu'ils me devaient, mais ils ne se sont jamais excusés. Ils n'ont jamais admis qu'ils avaient eu tort. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent. Pour eux, je resterais toujours l'ingrate qui avait détruit la famille pour de l'argent. Mais je connaissais la vérité. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de respect, de ne plus les laisser me traiter comme une obligation, une responsabilité financière, quelque chose qu'ils pouvaient utiliser et jeter à leur guise. J'ai repris ma vie. J'ai continué à travailler, à grandir, à devenir la personne que j'avais toujours voulu être. Peu à peu, la culpabilité s'est dissipée. Cette voix dans ma tête, celle qui me disait que je devais en faire plus, que je devais prouver que je méritais amour et acceptation, s'est affaiblie jusqu'à disparaître complètement. Au fond, je savais que je n'aurais plus jamais une relation avec ma famille comme avant. Mais la vérité, c'est que cette relation n'avait jamais été réelle. Ce n'était qu'une tentative désespérée de ma part d'être vue, d'être valorisée, d'être traitée comme quelqu'un qui comptait. Maintenant, je savais que je n'avais plus besoin de ça. Je comptais pour moi-même, et ça suffisait. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné ou pris la même décision? Laissez votre commentaire ci-dessous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.